Radio J, bonsoir à tous, il est 21h, Enfants d'Abraham, notre rendez-vous désormais traditionnel. Michel Zerbib au micro pour le débat en direct sans tabou et sans crainte sur Radio J, mais dans la courtoisie et la bienveillance qui sied à des enfants d'Abraham, de cœur, d'origine ou de pensée. C'est bien le mardi à 21h sur Radio J France 94.8 FM et bien sûr sur radioj.fr partout dans le monde avec vous, les auditeurs qui pourraient intervenir sur Twitter, sur le compte Radio J. Ce soir, avec nos enfants d'Abraham, nous revenons sur l'actualité de la semaine par un débat qui ne touchait il y a encore quelques temps que le monde universitaire et quelques observateurs inquiets. C'est donc ce débat, comme a dit Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur la gangrène, j'utilise son terme, de l'islamo-gauchisme à la fac et comme dans le reste de la société, l'alliance, dit-elle, de Mao et de l'ayatollah Khomeini. C'est ce qu'on observe a déclaré avec fracas donc la ministre, c'est que les gens peuvent utiliser l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales dans leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi. Dixit Frédérique Vidal, qui demande d'ailleurs une enquête au CNRS sur le phénomène. Radical, islamiste, race, les mots sont là, mais ils dérangent dans le débat public. Depuis, les positions oscillent entre « c'est un scandale » pour les uns et « courage politique sur une question grave » affirment les autres, mais un vrai débat pour beaucoup. D'ailleurs, le débat est national, la polémique est partout. Levée de bouclier des présidents d'université, du CNRS, de la gauche, du Parti socialiste à l'extrême gauche, comme la France insoumise, une pétition qui demande la démission de Frédérique Vidal. Est-elle une ministre courageuse ou une ministre maladroite? En ouvrant ce front au moment où l'on parle beaucoup de la précarité étudiante liée à la crise sanitaire Covid, était-ce le plus urgent? La question ce soir sur Radio J avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants. La question fil bleu sondage sur le compte Twitter Radio J. Faut-il soutenir Frédérique Vidal, la ministre qui veut enquêter sur l'islamo-gauchisme à l'université? Derrière cette question, c'est un débat plus profond sur le pays, sous fond de crise sanitaire, donc sans précédent. Et vous dire aussi d'emblée que nous avions invité le sociologue, directeur de recherche au CNRS, Pierre-André Taguieff, mais il est souffrant. Il ne pourra pas être avec nous ce soir, lui, l'inventeur du concept dont nous allons parler dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue à nos enfants d'Abraham. Et je salue la venue à l'instant de Frédéric Potier. Eh bien non, c'est à l'instant de Meyer Habib qui va nous rejoindre dans ce studio. Voilà, quelques secondes de retard, mais il est là, Meyer Habib. Je laisse s'installer. Bonsoir. Bonsoir, cher Michel, c'est un vrai bonheur, plaisir de vous revoir après un si long moment de ne pas avoir été sur vos plateaux, on va dire comme ça. Vous nous avez manqué. Eh bien, ça fait plaisir. Moi aussi Voilà. de vous recevoir ce soir, Meyer Habib, vous, député des Français de l'étranger, engagé et combattant toujours pour les droits de l'homme. Vous êtes d'ailleurs une cible de ces mouvances dont on va parler dans quelques instants, il faut le dire, et vous continuez à être quelqu'un de menacé pour ce que vous faites et ce que vous êtes. Frédéric Potier, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, merci d'être là. Vous venez de quitter à peine la DILCRA, c'est vrai, mais les sujets, eux, ne vous quittent pas, les sujets d'importance, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Et ces questions, vous avez peut-être retrouvé en quelque sorte une liberté de parole qui sera un éclairage précieux, vous qui vous situez plutôt à gauche sur le plan politique. Et puis je salue aussi Amine El-Khatmi, bienvenue. Bonsoir. Toujours bienvenue, bien sûr, dans nos enfants d'Abraham. Vous, le président du parti Printemps républicain, vous nous direz si c'est un combat à mener, justement, vous qui êtes de tous les combats contre les fascismes politiques ou religieux et pour la laïcité comme fondement de notre République. Et puis, je suis très heureux d'accueillir ce soir aussi un professeur d'université, ça tombe bien. Jean Slamovitch, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, vous enseignez à l'Université de Bourgogne, vous êtes linguiste et membre fondateur de l'Observatoire du décolonialisme et vous serez en quelque sorte ce soir notre témoin direct de la réalité ou non du phénomène et de sa dangerosité. En l'occurrence, il s'agit de cette question de l'islamo-gauchisme. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec vous sur Radio J, bien évidemment avec cette question, l'islamo-gauchisme, est-ce que c'est une réalité ?
ou est-ce que c'est un fantasme de la droite et de l'extrême droite quand on peut le lire un petit peu partout? J'ai envie de poser la question peut-être au professeur justement qui est présent, qui a créé un observatoire sur ces questions-là importantes, je crois avec notamment Pierre-André Taguieff, vous avez signé des pétitions avec lui. En un mot, c'est un fantasme, l'islamo-gauchisme à l'université? Alors, déjà, ce qui est dans le débat politique, ce qui a été saisissant, c'est la façon dont on a voulu délégitimer les propos de la ministre et notamment le terme même d'islamo-gauchisme. Le CNRS a tout de suite proposé un communiqué disant l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. Et c'était une phrase évidemment très maladroite puisqu'elle ne veut rien dire. Soit l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité, ça veut dire n'existe pas, soit ce n'est pas un bon concept scientifique. Mais le mot et la chose, c'est pas, il faut les distinguer. Alors, et si ce n'est pas un bon concept scientifique, à ce moment-là, ça n'empêche pas que le phénomène puisse exister. Donc, à ce moment-là, il faut l'étudier scientifiquement. Bref, ce genre de phrase révèle plus une panique sur le plan scientifique. De fait, il y a un phénomène à analyser. S'il n'existait pas, eh bien, on devrait se réjouir qu'une enquête puisse démontrer qu'il n'existe pas. Ce concept a été forgé, on le disait, par Pierre-André Taguieff, qui n'est pas là ce soir, mais qui pourrait confirmer. Ça s'est passé, en fait, au début des années 2000, au moment des manifestations pro-palestiniennes, on pourrait dire même plutôt anti-israéliennes. Et c'est là où il y a eu on peut dire, cette rencontre, cette collusion entre une extrême gauche et des islamistes. Alors, le phénomène politique est beaucoup plus ancien, mais le mot lui-même, effectivement, on le doit à Pierre-André Taguieff. Et il ne faut pas oublier, surtout, pour tous les gens qui veulent délégitimer ce concept en disant que c'est un concept venu de l'extrême droite, qu'il servait surtout, à l'époque, il est né dans un contexte où il s'agissait de décrire les nouvelles formes d'antisémitisme. Donc, c'est évidemment un contresens que d'attribuer ce concept à l'extrême droite. Il y a eu d'ailleurs d'autres formulations. Shmuel Trigano a parlé d'islamo-communisme. Et de fait, les rapports entre le communisme et l'islamisme sont anciens, ont des racines historiques. Et prétendre que ça n'existe pas, c'est quand même nier la réalité. Frédéric Potier, je disais, vous étiez il y a encore quelques jours à la DILCRA, la direction interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte anti-LGBT. On y reviendra dans quelques instants. Est-ce que l'islamo-gauchisme a été quelque chose sur lequel vous avez travaillé et que vous avez, on peut dire, le mot combattu, si on suit la pensée de Madame la ministre Frédérique Vidal? Alors moi, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas politiste, donc je laisse le débat intellectuel se poursuivre. Ce matin, sur votre antenne, Michel Vieux-Vorka faisait état d'une forme de confusion. Pierre-André Taguieff, que j'apprécie beaucoup, lui, des formes mordicus, ce concept. Et mon ami Mohamed Sifaoui sortira un livre très prochainement. Moi, je vais essayer de reformuler ça pour bien montrer quel est l'enjeu. Moi, je dirais qu'il y a un entrisme politique qui est très dangereux. Et cet entrisme politique, c'est un entrisme dans des organisations de gauche, avec des personnalités, des groupes, qui, sous couvert de lutte contre les discriminations, ont cherché à dévoyer, dénaturer, désacraliser, dévaloriser des concepts de république, de laïcité et d'universalisme. Donc voilà, moi, j'essaye de ne pas buter sur le concept, mais d'insister sur le danger. Et ce danger-là, au-delà des recherches à l'université, alors je crois qu'il y a un principe constitutionnel qui est celui de la liberté d'enseignement, donc ça, il faut évidemment le respecter. Et je crois que cet entrisme politique, il a aussi touché, et peut-être surtout touché d'ailleurs, des organisations. Je pense à l'UNEF, je pense à la FCPE aussi, je pense à parfois à la Ligue de l'enseignement. Pas complètement d'ailleurs, parce que ces organisations, elles sont traversées aussi en interne par ces débats-là. Et donc voilà, moi j'ai essayé de mon point de vue, de mon côté à la DILCRA, de répondre à ces tendances-là et d'y répondre aussi par les idées. Parce que je crois que c'est ça qui est important au-delà du débat sur enquête, pas enquête, c'est comment on combat des idées par des idées. Et donc par exemple, à Paris 8, nous avions soutenu le centre de recherche sur l'antisémitisme de Madame Marianne Matar-Bonci, qui est une grande spécialiste du fascisme italien. Nous avions aussi, avec mon équipe, fait des interventions dans les ex-UFM. Vous savez, c'est les institutions qui forment les professeurs des écoles normales, les instituts. Et là, effectivement, on avait beaucoup de boulot, quoi. Moi, je me souviens d'une séance, ça avait traumatisé complètement mon équipe. On avait
expliquer les concepts, sionisme, antisionisme. On sentait qu'il y avait beaucoup de flou, beaucoup d'interrogations. Et à un moment, je dis, mais vous connaissez René Cassin ? Et là, je vois les yeux complètement perdus. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, ce que je me suis attaché à faire avec l'ADILCRA, au-delà du débat intellectuel qui n'est pas celui d'un haut fonctionnaire ou celui d'un administratif, c'est d'essayer de combattre ces idées par des formations en faisant appel justement à des gens qui sont peut-être plus sachants que des humbles hauts fonctionnaires. Amine El-Khatmi, vous êtes déjà prononcé sur ces questions, notamment sur notre émission Enfants d'Abraham, sur le terme islamo-gauchisme. Alors je sais que vous préférez un autre terme, mais quand même, il y a une réalité, parce que finalement, sinon on est en train de parler de choses qui n'existeraient pas. Quel est le problème qui se pose avec ce terme d'islamo-gauchisme qui est tant honni, en l'occurrence, par une partie des observateurs ? Mais moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, dans ce débat, c'est qu'effectivement, on a tout un tas de gens qui nous expliquent que l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Donc, effectivement, certains expliquent que ça n'a pas de réalité scientifique, ce qui effectivement interpelle, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Mais donc, voilà, on vous explique que l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Et vous pouvez reprendre la liste. D'ailleurs, ils ont un talent assez particulier pour faire des pétitions, donc du coup, ça vous permet d'avoir les noms sous les yeux. C'est exactement les mêmes qui nous expliquent, par exemple, que l'insécurité culturelle, qui est un concept qui a été notamment développé par Laurent Bouvet, ça n'existe pas. C'est les mêmes qui nous expliquaient que le nouvel antisémitisme dans les quartiers, ça n'existait pas. Pareil, que c'était quelque chose qui était exagéré. C'est les mêmes qui, à chaque fois que Gilles Kepel, Hugo Micheron, Jean-Pierre Robin, Laurent Bouvet, je le recite évidemment, ont écrit des textes et ont développé des réflexions sur ce sujet, ont expliqué que ça n'existe pas. Les mêmes qui ont traîné dans la boue Didier Lemaire en allant chercher une approximation par-ci par-là pour expliquer que pareil ça n'existe pas. Bernard Ravet, le principal de collège à Marseille, qui explique qu'il a dû refuser un enfant juif parce qu'il n'était pas certain de pouvoir assurer sa sécurité dans un établissement public. Pareil, ça n'existe pas. Bon. Et c'est les mêmes qui, paradoxalement, dénie la réalité scientifique de l'islamo-gauchisme, qui nous parle à longueur de journée de privilèges blancs, de blanchité, de racisme d'État. Donc cette idée selon laquelle le gouvernement dans notre pays, à travers ses politiques publiques, organiserait une discrimination systématique des Noirs, des Arabes ou des musulmans. Évidemment, d'abord c'est faux, ça n'est prouvé par rien, mais ils n'ont aucun, si vous voulez, scrupule à défendre ce genre de thèse. Et donc le problème dans cette affaire, c'est que Frédérique Vidal, elle pose sur un certain nombre de réalités un terme qu'elle sait polémique et qui est contesté, mais ces réalités, elles existent. Si vous voulez, moi j'étais à Paris 8 le soir où on a essayé de faire jouer la pièce posthume de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Il se trouvait devant l'établissement des militants de l'UNEF. Donc, il faut situer que c'est après l'assassinat de Charb. Donc en fait, c'est un texte que Charb dont il termine la rédaction le 5 janvier 2015 et il est assassiné par les frères Kouachi 2 jours plus tard. Et donc ce texte-là a été adapté en pièce de théâtre et Marie Cabrette, qui est la DRH de Charlie Hebdo, essaie de le faire jouer. On a eu des appels à la censure et à manifester de la part de l'UNEF, si bien que Marie Cabrette a été exfiltrée ce soir-là de l'université par ses officiers de sécurité qui ont considéré à un moment donné que sa sécurité n'était pas assurée. Donc le cas, Frédéric Potier citait un certain nombre d'organisations. L'UNEF, il y a 10 ans, c'était une organisation de gauche, universaliste, féministe, dont la préoccupation première était de défendre les conditions de vie et de travail des étudiants. 10 ans plus tard, c'est une organisation qui défend le port du voile. C'est une organisation qui a manifesté avec des islamistes en novembre 2000. La présidente est voilée. Dont l'une des représentantes est voilée et qui considère que le texte de Charb est un texte islamophobe et qui, à l'occasion d'un de ses derniers congrès, a fait privatiser une salle d'une université pour la transformer en salle de prière. Et donc, si vous voulez, j'en termine rapidement, c'est une partie de la gauche qui a substitué la question raciale à la question sociale, qui voit dans les musulmans, finalement, les nouveaux damnés de la terre, et qui s'est fourvoyé dans ces combats. Donc oui, cette réalité, elle existe. Meyer Habib, bien sûr, vous êtes la cible, non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi sur les médias sociaux, comme on dit, il faut dire le mot directement d'antisémitisme le plus cru. Est-ce que, quand même, du point de vue de la méthode, Frédérique Vidal, selon vous, a eu raison de lancer ce débat public de cette manière-là? Évidemment qu'elle a eu raison. La folie de cette histoire, c'est le procès qu'on lui fait.
La folie de cette histoire, c'est le rétropédalage. La folie de cette histoire, c'est qu'elle est lâchée par ses amis. La folie de cette histoire, c'est qu'il y a un pas en avant, deux pas en arrière. C'est une évidence. Ça a été parfaitement démontré auparavant par vos invités. Les mêmes qui parlent de réalité scientifique, ces linguistes qui sont si sourcilleux de la sémantique, vous parlent de privilèges blancs, vous parlent de domination hétéropatriarcale, vous parlent en permanence d'islamophobie. Quand on appelle un chat, ils attaquent. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Parce qu'ils sont déstabilisés. Parce que c'est clair, parce que c'est une évidence. Parce que chaque jour, ils prennent un peu plus de place. Et moi, ce qui me déçoit, c'est que le président de la République, j'ai pas de devoir de réserve. L'avantage, c'est d'être parlementaire, à la différence d'un préfet, même si on n'est plus tout à fait en fonction. Mais j'écoute aujourd'hui Gilles Clavreul, par exemple, le prédécesseur de Frédéric Potier, il est très clair là-dessus. Et moi, j'ai confiance en la République. On ne peut pas lâcher Frédéric Vidal sur cette affaire. On peut pas, il n'y aurait même pas dû avoir pas de débat. De quoi on parle ? Et le drame, si chaque jour, on a décapité un professeur. Aujourd'hui, le drame, c'est qu'on n'arrive pas à nommer une école au nom de Samuel Paty. Mais c'est ça c'est terrifiant. C'est invraisemblable. C'est ça. Et on trouve ça normal, vous comprenez, on a peur, etc. Et ceux qui critiquent en disant finalement c'était pas l'urgence par rapport à une ministre de l'enseignement supérieur devant la détresse. Bravo à Frédéric Vidal, il faut la soutenir et totalement. C'est le minimum. C'était une priorité. Mais enfin, si jamais, pour quelqu'un qui a un tout petit peu d'éthique, qui est en train de voir ce qui est en train de se passer dans ce pays, pour quelqu'un qui aime la France, qui est attaché à ses valeurs, à la laïcité, à la française, qui est une valeur qui est si chère, la possibilité de croire, de pratiquer, mais le drame aujourd'hui, c'est cet islam radical qui est en train de prendre le pas. Il y a une alliance entre la gauche, l'extrême gauche, et les islamistes, et c'est ça l'islamo-gauchisme, aujourd'hui qui prend de plus en plus de place. Ça a démarré à l'époque lorsqu'on avait un Edoui Plenel. Alors à l'époque, c'était plus qui avait directement soutenu l'attentat de Munich en 72, lorsque des athlètes israéliens avaient été massacrés. Alors plus récemment, il s'est rapproché de Tariq Ramadan. Mais voilà. Alors comment vous imaginez Tariq Ramadan avec des gens autour de Plenel, Mélenchon, etc. Quel rapport ? C'est l'inverse. Pour quelqu'un qui est de gauche et d'extrême gauche, à la base, les trotskistes, c'est des laïcs, des laïcards. Non, c'est terminé. C'est ça l'islamo-gauchisme. Et ça a été parfaitement décrit. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on lâche Frédéric Vidal. C'est ça qui me chagrine. C'est ça aujourd'hui qui est une immense déception pour nous, pour la France. Et croyez-moi, aujourd'hui, c'est un débat qui n'aurait même pas dû avoir lieu. Mais alors parce que c'est des pseudo grands intellectuels, grands savants au CNRS, elle a été fumée publiquement, elle a été jetée en pâture, et ça c'est pas bien. Et ça c'est pas bien. Voilà. Vous écoutez Radio J, c'est notre émission en direct le mardi, Enfants d'Abraham. On parle de sujets difficiles, importants, qui soulèvent la polémique depuis maintenant plusieurs jours, en vérité depuis plusieurs années maintenant, pour ceux qui connaissent. C'est cette affaire de l'islamo-gauchisme dans les universités, d'autres études aussi. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Frédéric Potier, le préfet qui est l'ancien d'ILCRA, Meir Habib, le député UDI des Français de l'étranger, qui comporte donc le beau pays d'Israël, et bien évidemment avec Jean Slamovitch, professeur, lui des universités à l'université de Bourgogne, membre de l'Observatoire de la décolonisation, et Amin Kheltmi du Printemps républicain. On va continuer ce débat passionnant dans un instant, après une petite pause. Radio J, il est 21h20, c'est la suite de notre émission Enfants d'Abraham, le débat en direct sur Radio J. Aujourd'hui, on parle de l'islamo-gauchisme. On en parle un petit peu partout, sur les antennes, sur les télévisions et les radios. On en parle ici sur une chaîne, évidemment, qui depuis de nombreuses années s'intéresse à la question. En l'occurrence aussi est inquiété par ces phénomènes de l'islamo-gauchisme, de la propagande anti-israélienne, notamment anti-juive. On va y revenir dans quelques instants, mais on reste sur notre sujet de départ, c'est-à-dire la geste, si on peut dire, la déclaration aussi de Frédéric Vidal qui fait tant couler d'encre. Est-ce que la ministre a eu raison de confier l'enquête au CNRS ? Est-ce qu'il n'était pas plus judicieux, je ne sais pas, de confier cette enquête à la représentation nationale ? Frédéric Potier ? Sur la représentation nationale, non, je ne sais pas, je vais demander à Meir Habib de répondre.
Alors, est-ce qu'il y a eu une demande du côté de la droite, justement, de demander une commission d'enquête, notamment par Damien Abad? Écoutez, si jamais la représentation nationale est plurielle, elle part de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec, disons, a priori, elle voulait avoir des experts. La représentation nationale, nous sommes des politiques. Donc, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que pour moi, je suis pas sûr qu'il y ait un débat réellement. Jean Slamovitch, vous qui êtes professeur d'université, demandez au CNRS. Ma question n'était pas innocente, évidemment. On sait que le CNRS, en l'occurrence, publie notamment des ouvrages ou des préfaces de thèses qui sont très proches de l'islamo-gauchisme. Donc c'est un peu curieux. Le CNRS est peut-être pas le mieux placé, effectivement. Je voyais encore aujourd'hui un réseau thématique pluridisciplinaire dont le CNRS est partenaire, qui parle de la laïcité comme d'un concept identitaire et populiste. On sent bien qu'on est quand même sur un terrain un petit peu glissant du point de vue idéologique. Je veux dire, en plus, cette idée d'enquête, ça a généré beaucoup de mauvaise foi, puisque beaucoup d'universitaires, de manière très corporatiste, ont dit « Oh là là, on est victime d'une traque, d'une chasse aux sorcières ». Ils ont sorti tout de suite des hyperboles qui ne décrivent absolument pas la réalité, d'autant que l'université n'est pas... c'est quand même, on passe notre temps à s'évaluer les uns et les autres, à écrire des rapports. On sait très bien ce que c'est que d'évaluer de la recherche, de valider des financements, etc. C'est quelque chose qu'on fait couramment. Il y a une institution pour ça, c'est l'HCERS, le Haut Conseil à l'évaluation justement des formations scientifiques. Il sert à ça. Après, on pourrait imaginer aussi que le Haut Conseil des sages de la laïcité puisse mettre le nez là-dedans. On pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs rapports de plusieurs instances différentes. L'Observatoire du décolonialisme fournit des données et des analyses aussi. On pourrait imaginer, à mon avis, plusieurs rapports pour que l'indépendance, justement, de cette enquête soit garantie. L'indépendance de cette enquête est nécessaire, Amine Khatmi ? Oui, alors peut-être, moi, j'aurais pas employé le mot enquête, puisqu'évidemment, en plus émanant d'une ministre, on a l'impression qu'il y a une armée de fonctionnaires qui vont débarquer depuis Paris, aller sur les campus et contrôler ce qui s'écrit, Bon, elle aurait dû... D'ailleurs, dans son entretien au JDD, c'est ce qu'elle dit, d'ailleurs, une semaine après, elle dit « Je veux un état des connaissances sur les études, sur ces questions. » Donc, il y a peut-être eu une maladresse, mais moi, je veux pas accabler Frédérique Vidal quand je vois le bal des faux culs qui lui fait face depuis une semaine. Enfin, excusez-moi, le CNRS est présidé par Monsieur Petit, Antoine Petit, qui a préfacé un ouvrage rassemblant des auteurs post-coloniaux et décoloniaux, dont il écrit « La race devient la nouvelle grille de lecture du monde sur laquelle s'intègre la grille du genre et qui s'articule à la hiérarchie homme-femme. Dans une société non métissée, le social et le genre dominent, mais dans l'espace interracial, le social s'efface derrière le racial. » Donc, si vous voulez confier à quelqu'un qui a ces idées-là le soin de nous dire quel est l'état des lieux sur la question décoloniale, par exemple, dans les universités, c'est problématique. Et puis, par ailleurs, excusez-moi, mais tous ces gens qui hurlent à la censure, à une atteinte à la liberté académique, à la liberté d'expression, c'est les mêmes qui ont couvert un certain nombre d'atteintes à la liberté d'expression dans leur campus, soit en laissant faire, soit en ne protestant pas. Je parlais de la pièce de Charb tout à l'heure. Monsieur Sifaoui, Mohamed Sifaoui, qui ne peut pas faire ses cours. Madame Agazinski, qui ne peut même pas participer à une conférence. François Hollande, dont ils sont allés pourrir une séance de dédicace en déchirant son livre. Alain Finkielkraut, qui ne peut pas aller en conférence. Je pourrais citer mon ami Laurent Bouvet lorsqu'il a participé à ces réunions publiques pareilles où on appelait à la censure. C'est une réalité. La réalité, c'est que ces gens-là, ils ont couvert par leur silence, ou même à l'université de Lille, quand on empêche la pièce de Charb, il dit c'est un texte, le président, c'est un texte qui ne correspond pas à une lecture apaisée de la laïcité. Mais pardon, est-ce au président d'une université d'abord de dire ce qu'est la lecture apaisée de la laïcité et de tolérer qu'un syndicat censure la texte d'un journaliste qui a été assassiné précisément parce qu'il défendait la liberté d'expression. Donc oui, aujourd'hui, la réalité, je vais le dire de manière un peu caricaturale, mais je l'assume, c'est qu'une Rokhaya Diallo, elle peut être acclamée dans les universités parce qu'elle va dans le sens du vent et de la mode et de l'ère du temps.
Par contre, dès que vous avez des positions qui, pour nous semblent républicaines et qui, pour tous ces gens-là, sont le début du fascisme, eh bien, vous êtes empêchés de vous exprimer. Voilà. Donc, la liberté d'expression, c'est pas un deux poids, deux mesures. Elle doit être valable pour tout le monde. Et oui, on parle toujours de cette question de l'islamo-gauchisme, de ce débat qui inquiète, il faut le dire. Frédéric Pottier, je rappelle qu'on discute en ce moment de ce débat. On va venir dans quelques instants sur les études qu'on appelle décoloniales, de race, de genre, la cancel culture, le woke, pour savoir si tout est à jeter à la poubelle. Mais justement, une réaction à ce qui vient d'être dit, ces enquêtes qui sont demandées par la ministre, est-ce que ce sont des atteintes, selon vous, à la liberté académique qui est si sacrée dans l'université ? Non seulement elle est sacrée, mais c'est quelque chose qui est reconnu par la Constitution et le Conseil constitutionnel. Non, je pense que ce qui a posé problème, c'est beaucoup une question de méthode. Et hélas, parfois, c'est des questions de méthode qui nous font buter sur des difficultés de fond. C'est vrai que cette annonce, visiblement peu préparée devant la représentation nationale, peu coordonnée avec les instances universitaires, peu discuter avec un certain nombre de chercheurs, c'est effectivement dommage parce que là, je pense que l'intention était louable, mais que finalement, ça pourrit complètement le débat, quoi. Et on passe à côté, à mon avis, d'un sujet qui est important. Et moi, je sais, par exemple, je travaillais plutôt, il faut que je parle au passé maintenant, mais au conseil scientifique de la DILCRA, on a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est pareil au Conseil des sages de la laïcité, d'ailleurs. Et c'est bien. Et c'est très bien. Et je pense que c'est pour ça, il aurait peut-être fallu un peu plus de prudence, j'essaye d'animer un peu le débat, oui. Peut-être un peu plus de précaution et peut-être... Ça, c'est votre critique. C'est pas une critique, c'est un bémol que j'essaye de comprendre pourquoi on a ce débat inflammable sur les réseaux sociaux et un peu partout, et à mon avis, ça aurait pu être évité. Et ça, moi, je le regrette parce que je pense que ce combat méritait mieux. Mais voilà, mais c'est... Est-ce que ça s'appelle CNRS ? Rien d'un fantasme aujourd'hui. Lorsque aujourd'hui vous avez des camps racisés au sein de l'UNEF où les blancs sont quasiment interdits, ça vous inquiète pas ? Non, mais d'accord. Non, mais je dis, mais ça c'est l'université. Non, oui, c'est l'UNEF. L'UNEF, il me semble que ça fait partie de l'université. C'est pas rien aujourd'hui. C'est un syndicat important. Voilà, c'est un syndicat important. Mais qui aurait pu imaginer l'UNEF il y a 10 ans, ça a été rappelé tout à l'heure, et l'UNEF aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a cette obsession. Tout le monde n'aime pas l'extrême droite. En tout cas, moi, ça a été un des combats de ma jeunesse. Mais aujourd'hui, il y a cette alliance objective entre les islamistes et la gauche à créer aujourd'hui, avec sous fond de haine d'Israël, sur fond d'antisionisme. Mais le problème, c'est que ça a tué en France. C'est ça, c'est pas simplement une idée. Il y a un professeur a été décapité, des enfants. Ouais. Nous allons commémorer l'assassinat des enfants de Toulouse dans quelques jours. La difficulté, c'est de se dire que ceux qui se revendiquent, imaginons, de l'islamo-gauchisme, ne revendique pas en fait les crimes antisémites. C'est ça la difficulté, la ruse, on peut dire, politique et scientifique. On est sur cette question, on a posé la question d'ailleurs de début de l'émission sur le compte Twitter de Radio J, cette question fil bleu, blanc-rouge en quelque sorte. Et la question du jour, c'est faut-il soutenir la ministre Frédérique Vidal quand elle demande une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Alors là, les auditeurs répondent à 77%. Oui, il faut la soutenir. C'est qui les 23 ? On va demander leur nom, on va pas les dénoncer, on va pas faire ce qui, justement, dont on va parler dans quelques instants, c'est ceux qui dénoncent dans leurs études un certain nombre de phénomènes, justement, en France. Jean Slamovitch, cette question, je reviens vers vous parce que vous êtes le témoin, disons, le plus direct. Vous avez vu depuis très longtemps maintenant monter le phénomène. Oui. Et puis chez les professeurs et chez les élèves, chez les étudiants. Ce qui est vraiment pénible dans ce débat, qui est un faux débat, c'est d'une part le déni et d'autre part la posture de victime que prennent des gens qui en fait sont précisément ceux qui exercent une censure au sein de l'université. Parce que ce qu'on réclame en fait, nous, c'est plutôt de pouvoir faire de la recherche tranquille, c'est-à-dire sans avoir des pressions, des intimidations, sans avoir
justement, tout ce que vous avez décrit, il y en a quantité des exemples comme ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire certains sujets, vous ne pouvez pas traiter, enquêter. Je rappelle quand même, je sais pas, Georges Elias Sarfati s'était fait agresser à l'université de Clermont-Ferrand, c'était en 2005. Il y a eu plein de cas. Samuel Mayol avait eu une procédure disciplinaire à Villetaneuse, alors que justement, au nom de la laïcité, il avait tout de même montré qu'il y avait des tapis de prière, des associations militantes. Oui. Et il a été évidemment innocenté ensuite, mais ça veut dire que ce sont les lanceurs d'alerte qui se retrouvent comme cible et qu'on présente comme des flics. Alors là, il faudrait un petit peu... Ça voudrait dire qu'il y a vraiment une minorité qui arrive finalement à diriger l'ensemble, qui donne le ton, qui donne le là dans cette musique. C'est quelque chose qui est très diffus. Ça va de la sympathie idéologique à l'inconscience, à l'aveuglement. Les choses sont évidemment pas les mêmes selon les universités, selon les départements, mais de fait, on sait que dans certains départements de sciences politiques, on va trouver des gens qui dirigent des thèses sur l'imam Qaradawi, le théologien des frères musulmans, et que c'est pas une thèse très critique. Au contraire, dans des revues de géographie, on trouvera la présentation de ce théologien qui est quand même recherché par Interpol comme étant l'islam du juste milieu. Bon. Et tout ça, c'est couvert par les médias qui sont principalement de gauche, les grands journaux, les grands... Le problème, c'est que ce soit financé dans le cadre de l'université. Quand on lit aujourd'hui le journal Le Monde, évidemment, c'est un journal de gauche, mais ils ont aujourd'hui, y compris dans la télévision publique, sur les radios publiques, etc., c'est aujourd'hui... Alors, il y a une sorte de sympathie pour, en tout cas, de silence souvent coupable. Pas toute la gauche, hein, on va dire un mot sur ça. C'est ça qui est important, Meir Habib, dans ce débat. C'est qu'aujourd'hui, une gauche qui est fracturée, une gauche qui est divisée. Manuel Valls a été fracassé. Oui. C'est vrai que Frédéric Potier, je disais, vous avez travaillé justement avec notamment Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et j'en oublie, qui sont de la gauche socialiste. Cette gauche-là, elle existe encore, cette gauche démocratique, républicaine, elle n'est pas étouffée par ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent? Non, pas du tout. Elle existe, elle est vivante, elle est active. Parfois, elle a des débats difficiles à mener, parce que c'est pas toujours facile de mener des débats, surtout quand on a été au pouvoir et qu'on repasse dans l'opposition. Après, c'est la joie de la démocratie. Mais non, moi je suis assez persuadé que certains partis, je pense à mes amis du Parti radical de gauche par exemple, tiennent fermement cette question de la laïcité, tiennent fermement cette question de l'universalisme des valeurs. Donc non, je ne crois pas. Après qu'il y ait d'autres mouvances beaucoup plus à gauche qui soient complètement traversées ou phagocytées par ces thèmes-là, oui, à l'évidence. Après, chacun en tire les conclusions qu'il veut et chacun se retrouve dans les familles politiques qu'il veut avec les alliances qu'il assume, c'est tout. Amin Khatmi, le Printemps républicain, c'est un parti de gauche ? Oui, qui vient de la gauche, d'une gauche laïque et républicaine. Je rappelle que notre manifeste a été signé par Elisabeth Badinter, Marcel Gaucher, tout un tas de gens Anne Sinclair, des gens qui ont inscrit leur existence politique ou médiatique plutôt au sein de la gauche. Le drame de la gauche aujourd'hui, c'est qu'il y a une fracture, pour reprendre le terme de Manuel Valls quand il disait de gauche irréconciliable. Moi, quand j'entends Najat Vallaud-Belkacem, pour qui j'ai du respect par ailleurs, expliquer qu'il faut absolument que la gauche se rassemble, y compris avec les insoumis, moi je dis que cette alliance-là, elle n'est pas possible. Elle sera peut-être imaginée par des appareils, mais quand vous discutez avec des électeurs de gauche qui se disent laïcs et républicains, ils ne veulent plus entendre parler de Jean-Luc Mélenchon. Ils ne veulent plus entendre parler d'un mouvement politique qui, il y a 10 ans, était le mouvement des amis de Charb, de Charlie Hebdo, qui défendait la laïcité, qui était même perçu comme un mouvement de bouffeurs de curés, un mouvement anticlérical, et qui aujourd'hui explique que Charlie Hebdo, c'est pareil que Valeurs Actuelles, après être allé manifester avec des salafistes, des imams fichés S, radicaux, qui expliquent qu'une femme non voilée est une femme impudique, qui a la valeur d'une pièce de 2 euros, dans une manifestation où des enfants portaient l'étoile jaune, et où on a crié Allahu Akbar à 100 mètres du Bataclan. Moi, je ne voterai plus jamais, en novembre, je ne voterai plus jamais pour cette gauche-là. Pour moi,
il n'y a pas de débat possible. Quand des gens de gauche défendent des réunions non mixtes, quand des gens de gauche expliquent que on a eu une antenne du planning familial dans les Bouches-du-Rhône qui défendait l'excision au nom du respect des codes culturels. Lorsque des féministes préfèrent... En fait, ça fait peur. Hein. Lorsque en des vérité, féministes, ce que vous décrivez là. Lorsque des féministes préfèrent prendre la défense de bourreaux et d'agresseurs plutôt que de prendre la défense des victimes parce que au nom de je ne sais quel refus de stigmatiser, ben moi je me dis qu'avec cette gauche-là, je n'ai plus de débat possible. Ce n'est pas possible. Ils sont allés trop loin. Ils ont trop trahi ce qui a fait nos combats communs pendant des années. Imaginez, moi il y a 15 ans, j'avais 16 ans, j'étais un jeune militant socialiste et je manifestais, j'étais dans le même parti que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon et je manifestais contre des ministres comme Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui étaient dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy. Bah aujourd'hui, je suis navré de vous dire, le militant socialiste que j'étais, quand j'entends Benoît Hamon et Mélenchon avec qui j'ai cheminé pendant 15 ans parler de laïcité, je tombe des nues. Et quand j'entends Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse parler de laïcité, bah je me dis qu'ils en parlent comme la gauche en parlait il y a 10 ans. Voilà, il y a une inversion des valeurs qui est aujourd'hui totalement incroyable. Islamo-gauchisme, vous avez dit islamo-gauchisme, c'est le grand débat de ce soir sur Enfants d'Abraham. Nous sommes en direct, vous pouvez continuer à réagir sur le compte Twitter de Radio J pour voter sur cette question ou peut-être faire d'autres remarques ou poser des questions à nos invités de ce soir qui réfléchissent sur notamment ce qu'on apprend, ce qu'on étudie, ce qu'on recherche aussi à l'éducation nationale et notamment dans les universités, bien sûr, sur l'enseignement supérieur. On va dans quelques instants revenir justement sur, je parlais tout à l'heure de ces études qu'on appelle décoloniales. Je suis sûr que nos auditeurs ont entendu parler de ces termes, sur la race, le genre, la cancel culture, le woke. On va s'interroger de savoir si ces études sont sérieuses et si il faut continuer à lutter contre ces intrusions de l'idéologie à la fac en France. Radio J, vous écoutez l'émission Enfants d'Abraham. Nous sommes en direct avec nos invités, Frédéric Potier, Meyer Habib, Jean Slamovitch et Amine El Khatmi. On parle de ces questions importantes, de ce qui se passe à l'université, ce qu'on y enseigne, ce qu'on y cherche. Je parlais tout à l'heure de ces études décoloniales. Vous êtes d'ailleurs, Jean Slamovitch, observatoire des études du décolonialisme. Ça veut dire quoi en quelques mots? C'est-à-dire que vous vérifiez s'il n'y a pas trop d'idéologie qui s'infiltre dans ces études-là? Justement, la raison d'être de cet observatoire du décolonialisme, c'est de constater, et à l'université, c'est justement la dérive de certaines sciences sociales vers une conception complètement identitaire du social, ce qui est une vraie régression méthodologique pour toutes les sciences sociales, que ce soit pour l'histoire, pour la sociologie, pour la linguistique aussi. On a aujourd'hui des discours qui consistent à présenter avant tout des identités. Donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, on va parler de blanchité, de privilèges blancs, etc. Le problème de ces concepts, c'est que ce sont de faux concepts, ce sont avant tout des termes de militants, ce sont des termes qui visent à dénoncer, ce ne sont pas des termes, ce ne sont pas des concepts opératoires, ce ne sont pas des concepts qui proviennent de l'observation sociale, de données et d'une vraie conceptualisation, ce sont des termes offensifs, ce sont des termes qui représentent une dérive. C'est-à-dire qu'on voit tout par la race, c'est ça? Oui, puis c'est un prêt-à-penser, comme toutes une idéologie, vous savez, c'est une construction c'est une construction langagière, et ça repose sur un vocabulaire qui va incarner en fait des idées un petit peu courtes de type sionisme égale colonialisme, vous voyez, en 2 mots, vous avez tout un récit. Des slogans. C'est une pensée sloganique, complètement. Et aujourd'hui, avec la race, le genre, l'hétéropatriarcat, etc., on trouve ce discours qui est en train d'infiltrer l'université, alors que ce ne sont pas des concepts qui proviennent de l'université, mais effectivement, certains les ont introduits, notamment l'idée d'islamophobie,
qui a tout un passif lié à l'activisme islamique et qui a été réutilisé par des sociologues, dont certains conviennent même aujourd'hui que c'était une erreur. Bon, mais c'est... Alors, l'islamophobie, d'ailleurs, on entend souvent ce terme rétorqué quand on dit islamo-gauchiste, c'est un peu ça. Frédéric Pottier, est-ce qu'il y a tout, il faut tout jeter dans les études, notamment décoloniales, des études sur le genre, la race, tout ça est pour vous quand même sérieux? Il y a un fondement de sérieux dans ces études et ces recherches? Il faut faire un tri sérieux, ça c'est sûr. Tout n'est pas complètement à jeter. Moi qui ai beaucoup travaillé sur les questions liées aux Outre-mer avec Manuel Valls, par exemple, vous ne pouvez pas comprendre les sociétés martiniquaises, guadeloupéennes et réunionnaises si vous ne comprenez pas l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la production économique coloniale. Et donc ça, c'est intéressant. Ça, je pense que c'est intéressant. Croiser les questions de genre, de race, de géographie, de religion, moi je trouve ça très intéressant. Il faut que ce soit multifactoriel et les études sociales et sociologiques, elles sont intéressantes pour ça. Mais quand il y a un filtre avec un filtre unique qui est celui de la race, effectivement, on débouche sur des trucs qui sont complètement délirants. Enfin, je sais pas, blanchité, moi j'ai toujours pas compris ce que c'était. Blanchité, oui. Parfois on est évincé de réunions. On n'est pas assez blanc, on n'est pas assez noir. Enfin, tout ça devient un peu grotesque, on pourrait presque le dire en riant, mais ce sont des choses malheureusement sérieuses qui font irruption depuis plusieurs années maintenant dans l'université. Amine El-Khatmi, vous trouvez aussi du sérieux parfois dans ces études? Tout est à jeter ou pas? Non, tout n'est pas à jeter et il y a des phénomènes qui méritent d'être étudiés. Enfin, moi je suis pour la liberté, donc il faut étudier la question. Effectivement, par exemple, la question coloniale, elle est intéressante parce que aujourd'hui, elle est traitée sous le seul prisme de la colonisation blanche. Mais par exemple, si vous avez le malheur d'aller sur la question qui n'est pas une question mineure des traites négrières arabes, on n'acceptera pas que vous parliez de la colonisation parce que du coup, ça ne rentre pas dans le schéma. Ou lorsque vous avez, moi pareil, qu'on travaille sur les questions d'égalité femmes-hommes, évidemment, je trouve ça extraordinaire et c'est important. Mais lorsque vous avez, par exemple, des professeurs qui refusent de répondre à des élèves qui écrivent en écriture inclusive au prétexte que, qui refusent de répondre à des élèves précisément qui ne veulent pas écrire en écriture inclusive, là, on n'est plus dans un travail de recherche. On est dans du militantisme où un directeur du FR à Lille, qui est un homme et qui signe ses mails, la directrice. Pas parce qu'il est en transition, parce que dans ce cas-là, ça peut se comprendre. Non, pas du tout. Il signe la directrice et il demande à ses élèves ce qu'on appelle la directrice parce que il considère, que c'est. Mais ça, c'est pas possible. On n'est plus dans la recherche ou on est dans réellement un militantisme avec cette espèce de vague qui arrive des campus américains parce que la réalité, c'est que la base de tout ça, c'est des idées qui arrivent des États-Unis où effectivement, on a un rapport à la question raciale qui n'est pas le même qu'en France, et on essaie d'imposer en France des concepts américains, pas toujours pour le meilleur. Pas toujours pour le meilleur. On parle des choses évidemment qui sont passionnantes, qui sont difficiles encore à peut-être maîtriser, à définir de façon très claire. L'islamo-gauchisme, on l'a tenté de le faire tout à l'heure, notamment avec le professeur Jean Slamovitch. Je vais poser cette question de cette manière-là. On est sur Radio J et évidemment, on a un peu ce ressenti, on a cette expérience aussi des choses. Est-ce que, notamment dans ce concept d'islamo-gauchisme, si on le définit de façon très différente, il y a quand même un point commun qui s'appelle l'antisémitisme. Récemment, justement, Meyer Habib, la députée Yael Braun-Pivet, a été la cible de menaces antisémites. Pas que. Et pas qu'elle. Et pas que. Et justement, Gabriel Attal peu avant et ça n'arrête pas. Et en réalité, alors vous êtes un champion. Mais moi, c'est sans arrêt. Ouais. Mais à la limite, ça n'aimait pas. C'est presque normal. Et c'est ça qui est terrible. Ça semble presque normal. C'est que par rapport à vous, comme vous avez des positions qui sont, disons, évidemment pro-israéliennes. Il n'y a pas un mot où j'ai pas des menaces de mort. Il n'y a pas un jour où j'ai pas des menaces, des insultes antisémites. Ça n'arrête pas. Bon, voilà. Parce que c'est vrai, je défends notamment les Français d'Israël, qui font partie de ma section, mais pas que, puisque j'ai la chance d'avoir dans ma section la Turquie, qui est un pays musulman, et l'Italie, Rome et le Vatican. Vous voyez, comme quoi, c'est pas mal pour un député français d'origine juive. Mais la réalité
aujourd'hui, c'est que l'antisionisme... Je parlais du journal Le Monde, mais lorsqu'il y a avant les élections, je suis désolé, mais parce que c'est important, une tribune, je crois que c'est Corbyn, voilà, on peut pas aujourd'hui, alors qu'il avait été éjecté du Parti travailliste en Angleterre pour des propos antisémites, et on voit le journal Le Monde, qui est censé être la référence, en l'occurrence en la matière, qui fait une tribune pour le soutenir. Moi, ça me pose un souci, parce que, hélas, moi je suis pas, comme je dis souvent, je suis pas du tout inquiet pour, pas que pour les Juifs, mais, ni pour Israël encore moins, mais surtout pour la France. Parce qu'on a commencé à tuer, à l'époque, comme je le dis souvent, on a tué des militaires, mais après des enfants juifs, des juifs, et puis après des journalistes, des policiers, des ecclésiastiques, et puis des paroissiens à Nice, et puis des Français partout. Et c'est parti comme ça. Et donc, aujourd'hui, mais comment on est parti? Pendant des années, tout le monde se taisait. Parce qu'à l'époque, de dire, on est antisioniste, tout le monde c'était à la mode d'être antisioniste. Ah oui, là, on n'a rien contre les Juifs, mais il y a l'état-nation du peuple juif, ça, c'est pas possible, parce qu'ils sont forts. On a trop eu l'habitude d'avoir de plaindre le Juif, d'avoir une compassion lorsqu'ils étaient en pyjama marié, mais dès lorsqu'ils sont en uniforme de tzal, là, ça fait mal tout le monde. Meyer Habib, vous avez des soutiens avec vos collègues de la France Insoumise à l'Assemblée nationale? Non, mais là, ils sont tous sortis. Vous qui êtes le recordman de France des insultes et des menaces. On ne se parle même pas, on ne se salue même pas. À la limite, il y a presque plus de respect entre nous, parce j'ai beaucoup d'estime pour certains communistes, vous voyez, parce que c'est idéologique, c'est sincère. Il y a du fond, et ça n'a rien à voir avec eux. C'est du show en permanence. Ils sont dans le show perpétuel. Il n'y a pas de fond. Et aujourd'hui, d'ailleurs, idéologiquement, c'est ça qui est dramatique. C'est que, quel rapport aujourd'hui entre l'islam radical et la gauche trotskiste? Normalement, rien, aucun. Et il y a cette alliance objective existante aujourd'hui, entre parenthèses, sur base de récupération électorale, on peut pas... je le dis clairement, de la part de Mélenchon et ses amis. C'est vrai qu'il y a une dérive de Jean-Luc Mélenchon qu'on a connue ici sur cette antenne, très laïque, hyper laïque, et c'est vrai que c'est étonnant de voir cette dérive. On parle d'élections, je ne veux pas revenir et tuer le couteau dans la plaie, mais à l'époque, les élections en Angleterre, c'était de la faute du grand rabbin de Londres, de Netanyahou et du CRIF notamment. Alors on revient toujours sur cette question de l'antisémitisme. Enfin, il l'a dit, après il s'étonne comment moi je suis antisémite, mais il l'a dit ou il l'a pas dit? C'est le point commun, Jean Slamovitch, là c'est le regard de l'universitaire, l'antisémitisme, c'est quand même ça qui à la base de l'islamo-gauchisme dans les années 2000. Ça fait partie du sous-texte, effectivement, qui n'arrive pas tout à fait à émerger du débat actuel, mais encore une fois, le mot islamo-gauchisme est né dans la description historique et sociale pour parler du nouvel antisémitisme et de la collusion, effectivement, entre les intérêts de l'extrême gauche, intérêts électoralistes, mais aussi idéologiques, et ça a une vraie histoire. L'URSS a été hostile à Israël, et c'est il y a une continuité. Des outils de propagande antisémite. Aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est la mutation du discours qu'on appelle aujourd'hui décolonial. Dire que la France est un État islamophobe, un État d'apartheid, de discrimination et un État colonial, ça vous rappelle forcément que c'est exactement le même discours qu'on tient sur Israël. C'est-à-dire que le discours, les gens qui n'ont pas défendu Israël et qui n'ont pas fait attention à ce discours-là, maintenant on tient exactement le même discours sur la République française et sur l'identité française, la culture française, la laïcité, l'universalisme, qui sont considérés comme étant... islamophobe. Donc c'est la dérive de ce discours décolonial. Frédéric Potier, vous acquiescez? Oui, et je pense que l'antisémitisme, l'antisionisme, évidemment, ça c'est des problématiques qui sont très fortes. Après, je crois qu'il y a aussi des prises de position qui sont très fermes. Je pensais aux déclarations justement d'Anne Hidalgo dans Charlie Hebdo, où pour le coup, il y avait une condamnation très nette, très claire. Et c'était courageux de le faire dans Charlie Hebdo, et c'était pas innocent, et je pense que c'était bien. C'est très courageux de la part d'Anne Hidalgo, je suis d'accord, mais ce serait encore plus courageux, je le dis aujourd'hui, je me permets de le dire, de la part d'Anne Hidalgo, qui a donné le prix Vermeil à Mahmoud Abbas en l'occurrence, qui distribue chaque mois... Qui est le président de l'autorité palestinienne, voilà. Moi, je n'ai aucun doute, je connais bien Anne Hidalgo, et femme... un de ses combats, évidemment, c'est l'antiracisme. Oui, est-ce qu'elle doit être plus royaliste que le gouvernement israélien? Comment peut-on aujourd'hui verser
je parle de l'autorité palestinienne, verse tous les mois aujourd'hui une pension, par exemple à l'assassin d'Esther Orgen, une Française d'origine de la région parisienne, qui a été massacrée, qui a été défigurée par un Palestinien. Et aujourd'hui, il y a alors moi, ce qu'on a demandé à Anne Hidalgo, pas moi, Benjamin Orgen, c'est de retirer le prix Vermeil qu'elle a donné à Mahmoud Abbas. Et aujourd'hui, il y a 140 millions de dollars qui sont versés par an aux familles de terroristes palestiniens qui ont tué. Mais c'est aider les Palestiniens à enlever le prix Vermeil. C'est les sortir de ce carcan. Aujourd'hui, la paix est en train d'arriver au Moyen-Orient. Des traités de paix sont signés avec le Maroc, c'est extraordinaire, avec des pays comme le Bahreïn, comme le Soudan, etc., les Émirats, etc. Et c'est extraordinaire. Et nous, encore, on a le même logiciel, alors que... Enfin, c'est une remarque que vous pourriez faire au gouvernement français, pas seulement à Anne Hidalgo, j'imagine. Quand je parle de logiciel périmé du Quai d'Orsay, j'écoutais un débat passionnant chez vos confrères hier des 24 News avec Hubert Védrine et l'ancien ambassadeur Gérard Haraud, notamment, sur la politique ou non pro-arabe de la France, le logiciel ou non périmé du Quai d'Orsay. Ma conviction absolue, c'est qu'il faut changer. Il faut comprendre que le monde a évolué. Les pays arabes l'ont compris. Aujourd'hui, comment vous expliquer à l'époque que, moi je vois, je pense à la Tunisie de Bourguiba qui avait interdit à l'université le voile islamique. Déjà, je crois que c'était en 1957. Et il avait été précurseur. J'ai vu des images incroyables. En Égypte, on voit Nasser avec toutes des jeunes filles. Il y avait 30 jeunes filles autour de lui, pas une n'était voilée. Aujourd'hui, ça a basculé. C'est terminé, mais je parle. Et c'est pour ça que j'adore avoir certains discours, parce que aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux. Je suis inquiet pour la France. Je suis inquiet pour l'université en France. Je suis inquiet pour la façon dont les choses sont en train de se passer. Et c'est pour ça que je parlais il faut aller jusqu'au bout. Bon, il faut qu'il y ait du débat ce soir, bien sûr, un peu contradictoire, mais vous êtes assez d'accord sur la plupart de ces thèses. Frédéric Potier qui sourit, mais c'est vrai qu'il n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais il peut s'exprimer. Amin El-Khatmi, vous êtes d'origine marocaine, hein, vous êtes français évidemment, d'origine marocaine. Cette question de l'antisémitisme, on l'en sent. À chaque fois qu'on vous entend parler, intervenir, elle vous est chevillée au corps. Et vous êtes inquiet, comme Meir Habib, pour la France ? Oui, parce qu'on tue des juifs dans notre pays, et donc évidemment, comme Français, ça me révolte. Et je parlais de mon parcours à gauche. Oui, une partie de la gauche porte une responsabilité historique dans ce pays, parce qu'en organisant à des fins bassement électoralistes l'importation du conflit israélo-palestinien, elle a contribué à poser des cibles sur le dos des Juifs. Parce que dans un certain nombre de villes, notamment de banlieue, des mairies, notamment communistes, on citait les communistes tout à l'heure, ils ont quand même une part de responsabilité, des municipalités de gauche, mais pas que, ont organisé cette importation pour aller parler à des électorats, et notamment à des électorats... Pas que la gauche. Et à des électorats dans certains quartiers. Et donc, quand vous faites ça, oui, vous posez une cible sur le dos des Juifs. Donc, lorsque vous passez votre temps à parler d'antisionisme en sachant pertinemment qu'en fait, c'est le faux nez de l'antisémitisme, parce que quand vous êtes un jeune de 14 ans, que vous entendez ces discours politiques, antisionisme, antisémitisme, etc., vous savez pas ce que c'est. Vous comprenez qu'on parle. Je rappelle qu'accessoirement, aujourd'hui, Israël a décidé de vacciner 100 000 travailleurs palestiniens. Non, ça, on appelle ça après un État apartheid. Voilà, c'est une information qui vient de tomber, en effet. Voilà. Je parlais de la France. Oui, non, j'entends bien. Et quand vous avez des gamins de banlieue, ils comprennent juste qu'on parle des Juifs et d'Israël. Ils comprennent pas antisionisme, antisémitisme, ils savent pas ce que c'est. Ils comprennent qu'il y a une haine des Juifs, et donc du coup, ils répètent la même chose. Donc oui, ils ont aujourd'hui une responsabilité qui est importante. On est sur Enfants d'Abraham, Jean Slamovitch. Vous êtes un spécialiste de musique de jazz et vous l'enseignez également. Est-ce que, en un mot vraiment, parce qu'on arrive à la fin de ce débat et j'ai besoin de vous poser une dernière question, mais en un mot, est-ce que le jazz a été touché par ces fameuses études décoloniales pour dire qu'on ne devrait pas s'intéresser au jazz si on n'est pas noir américain? Alors, très peu, heureusement, mais on va trouver chez Norman Ajari, par exemple, un discours qui dit
voilà, les Blancs qui aiment le jazz, c'est pour montrer leur supériorité. Donc si les Blancs aiment pas le jazz, ils sont racistes. S'ils aiment le jazz, ils sont racistes aussi. Donc vous voyez ce genre de discours, c'est là où on voit des dérives qui n'ont plus rien à voir avec des raisonnements tenables intellectuellement. Le Marocain que je suis vous dit que vous pouvez manger du couscous, je ne vous ferai pas de procès d'appropriation culturelle, diffuser les couscous, les tagines. Surtout que c'est l'Algérien qui est le meilleur. Non, c'est celui de ma mère, par définition. Après, on discute. Vous connaissez peut-être la dernière question qu'on pose, elle est fameuse, on pourrait y répondre pendant des heures et des heures, mais c'est à la fin de l'émission que je la pose. Frédéric Pottier la connaît déjà. C'est passé très vite ce débat. On est dans l'émission Enfant d'Abraham. Qu'est-ce que c'est être un enfant d'Abraham en une phrase, comme on dirait dans la tradition juive, en une phrase, si on devait définir, Frédéric Pottier, qu'est-ce qu'être un enfant d'Abraham? Est-ce que tout le monde est finalement enfant d'Abraham? Alors moi qui suis d'abord un enfant de la République, j'ai une pensée pour mon père qui est un féru de généalogie, je vais arriver à le dire, et qui a trouvé au XVIIIe siècle un Abraham Pottier. Voilà, on n'a pas encore réussi à refaire son histoire, mais je trouvais que c'était un beau clin d'œil comme ça pour vous répondre. Protestant peut-être. Peut-être, j'en sais rien. D'Abraham chez les protestants. Amine? Je vous ferai la même réponse que le soir où on était avec Raleb Bencher et Haïm Corsia, c'est que je considère que être un enfant d'Abraham, c'est être un passeur, c'est transmettre un dialogue. Voilà, c'est un dialogue qui est compliqué, qui parfois s'interrompt, qui parfois est émaillé d'incompréhension, de caricatures, de raccourcis, de préjugés. Mais c'est un dialogue qui est vieux, qui est plus vieux que nous et qui nous survivra. Et donc, être un enfant d'Abraham, c'est ouvrir le dialogue. J'ai été très ému, je termine très vite, quand j'ai vu des réactions au Maroc. Parce que je voyais en France, sur les réseaux sociaux, des jeunes qui sont nés en France, qui sont français, qui se réclament franco-marocains, ce que vous voulez, qui s'indignaient que le Maroc normalise ses relations avec Israël. Et je voyais en même temps mes cousins, des amis, etc., à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, qui étaient ravis, qui étaient émus, qui disaient on va pouvoir enfin aller à Tel Aviv beaucoup plus facilement qu'avant, on va pouvoir retrouver nos amis et nos frères juifs. Et donc oui, ça veut dire qu'il y a une culture qui est vieille, qui est ancienne, il y a une langue, il y a des musiques communes, il y a des histoires communes, et ça c'est plus fort que tout ce que nous vivons aujourd'hui. En une phrase, comme disait le rabbin Hillel, Meir Habib. Avec Amine sur cette table et d'écouter un discours comme ça me rend très fier d'être un fils d'Abraham. Et heureux. Et je rentre d'Israël où je suis resté un long moment. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, ma maman était longuement hospitalisée, et j'ai vu l'extraordinaire aujourd'hui, nouvelle relation qui existe entre les enfants d'Abraham en Israël, et on a beaucoup à apprendre de ce pays. Croyez-moi, et on va vers des jours nouveaux, on va sur une vraie paix, on va sur une vraie réconciliation entre les enfants d'Abraham, on a été beaucoup noirs, enfin on a parlé de choses un peu dures dans cette émission. Moi je reste optimiste, un petit peu plus pessimiste pour la France, on va faire en sorte de rester optimiste et on va œuvrer pour cela. Jean Slamovitch, on termine en musique parce que vous nous avez apporté quelque chose d'important, vous êtes qui êtes un musicien passionné de jazz avec un CD qui s'appelle, une musique qui vient de l'afrosémitisme. L'Afrosémitic Experience, c'est des musiciens du Connecticut, c'est des musiciens afro-américains et juifs qui font un mélange de gospel et de musique synagogale. On va écouter un morceau et après on se retrouve dans une minute. Voilà. Et oui, c'est très beau, l'afro-sémitique groupe, c'était un morceau d'ailleurs qui s'appelle Avinu Malkeinu, fameuse prière évidemment de la tradition juive. Je suis vraiment heureux d'avoir reçu ce soir Amine El-Khatmi, Jean Slamovitch, le musicien Meir Habib bien sûr, et Frédéric Pottier, qui va continuer lui à œuvrer dans ce sens, la lutte pour les libertés, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le prochain rendez-vous avec l'information sera demain matin
sur Radio J avec, on peut annoncer, l'invité demain matin de Christophe Barbier sera Cédric O, le secrétaire d'État à la transition numérique, à ne pas manquer, ce sera à 8h30. Et dans quelques instants, vous continuez avec Radio J avec un très beau programme que vous a concocté Avner dans le Festival Oriental.